Prochaine table ronde, je vais appeler Isabelle Janot et Serge Page. Alors, effectivement, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, on en a parlé il y a quelques instants à travers une question, c'est le sujet de cette table ronde. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Merci. Là, on va parler transformation, on va parler changement d'approche, on va parler culture, d'entreprise, et puis évidemment l'accompagnement qui est nécessaire pour tout ça. Est-ce que, Isabelle, on peut commencer par définir l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, à quoi ça sert? Alors, on l'a mis dans le titre, hein, créer de la valeur durablement, en tout cas on espère que ça correspond. Voilà, à quoi ça sert et d'où ça vient finalement? Alors déjà merci, bonjour à tous et félicitations pour tous les témoignages parce que je trouve que ça résonne énormément avec beaucoup de valeurs, de convictions qu'on a tous les uns les autres. On met les mots qu'on veut, mais grosso modo on va tous dans la même direction, donc ça fait énormément de bien. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est assez barbare comme terme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est 7 piliers, et dans ces 7 piliers, il y en a 4 qui sont à la main des entreprises. Il y a l'éco-conception dont on vient de parler, et il y a effectivement l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Vous pouvez, enfin moi je préfère parler d'économie de l'usage, une économie de l'usage responsable, soutenable et désirable. L'idée, en fait, c'est de sortir du modèle que l'on a aujourd'hui, où pour qu'une entreprise survive, elle doit vendre plus pour gagner plus, avec les limites qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. C'est que c'est plus possible pour les entreprises, c'est plus possible pour la planète, c'est plus possible pour le grand monde. Donc là, l'idée, c'est vraiment de basculer d'un modèle où on va non plus vendre du chiffre d'affaires, mais de la valeur. Donc on va essayer de détecter dans ce que fait une entreprise, quelle valeur elle produit pour son client, et en s'appuyant pour ça sur une connaissance assez fine du client, de ses usages, pour développer vraiment une offre qui est plutôt basée sur de l'immatériel, donc le service dont on parlait un peu tout à l'heure, et permettre ainsi finalement à l'entreprise d'aller vers une pérennité plus raisonnée, et qui va sortir de ce modèle de volume où on va consommer la ressource naturelle, mais aussi on va avoir un impact sur les collaborateurs, parce qu'on est dans un modèle aussi où on va mettre la pression, parce que si on doit vendre plus pour gagner plus, on va demander aux gens de travailler plus, et avec tous les travers qu'on peut imaginer. Donc il y a aussi une dimension très humaine dans l'économie de la fonctionnalité. Merci Isabelle. Alors Serge, est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise, dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet? Alors, Servidoril, c'est une entreprise qui conçoit et fabrique des moules à fromage. On vend des produits dans le monde entier. Et c'est un métier, c'est de la plasturgie à la base. Donc la plasturgie, c'est pas hyper sexy comme terme en ce moment. C'est un peu comme énergie, pétrole, tout ça, c'est des choses qui sont pas très tendance. Moi, je me suis intéressé à l'économie de la fonctionnalité parce que je me perçois en fait au fur et à mesure des années qu'on est dans une confrontation de compétences. On parle de rapport de force quand on fait la vente, quand on vend des produits, mais il y a un décalage de compétences. On parlait tout à l'heure de collecte de data, mais quand on collecte de la data sur les produits qu'on vend et sur l'usage du produit chez nos clients, en fait, on acquiert la compétence qui est la leur à la base. On n'est pas des fromagers, mais on sait quand même fabriquer du comté, du camembert, des maroilles, et j'en passe. Et de l'autre côté, par contre, nos clients aussi ils prennent de la compétence parce qu'ils apprennent, ils maîtrisent finalement. Et quand on a un acheteur face à soi, on parle tout de suite prix de la main-d'œuvre, part de la matière première. Pourquoi les prix de la matière première dérivent et comme là sur les dernières années en plus on est vraiment confronté à des dérives de prix qui sont phénoménales. L'idée c'est de sortir un peu de ce bras de fer et qui est mortel pour les entreprises. Nous fondamentalement on n'a pas besoin, l'entreprise va bien et on s'impose pas de le faire et on n'est pas contraint de le faire. Mais il faut qu'on sorte de ce bras de fer parce qu'il amène finalement à ce qu'on connaît tous et tous dans le modèle de la grande distribution et on voit les dérives de ce modèle. Et donc on veut anticiper ça et sortir de ça. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui parce que financièrement votre entreprise va bien, mais vous vous dites si je veux vraiment qu'elle soit pérenne, il faut que j'anticipe des difficultés à venir, que peut-être d'autres rencontrent,
dans d'autres pans du secteur et difficultés auxquelles je ne veux pas être confronté. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté n'est pas économique. On a peu de concurrents. Le marché du fromage a un avenir, même s'il y a des alternatives qui se créent aujourd'hui, mais c'est aussi des opportunités pour nous. La problématique n'est pas économique. La problématique, elle est autour du sens de nos produits, à quoi ils servent, et finalement en quoi nos produits peuvent amener de la compétitivité pour ceux qui les utilisent. Et c'est ce décalage-là qui nous intéresse, c'est de comprendre finalement qu'est-ce qu'on peut vendre derrière l'objet, qu'est-ce qu'on peut vendre derrière le produit, donc son usage. Et c'est en ce sens-là qu'on s'intéresse à l'EFC. Alors Isabelle, l'EFC, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à absolument tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans cette transformation-là. C'est presque plus accessible, entre guillemets, aux TPE-PME parce que ça nécessite une grosse agilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est penser autrement pour faire différemment. Donc ça nécessite du temps et ça nécessite effectivement des transformations qui vont aller dans différents univers de l'entreprise, différentes briques de son modèle économique. Et donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples qui sont plus dans des structures petites et moyennes. Ça s'adresse aussi au territoire. Vous allez trouver dans l'économie de la fonctionnalité le pan territorial, où là ce sont des territoires au sens large, pas territoire administratif, mais où vous allez voir un collectif émerger avec peut-être une association, une entreprise, des citoyens qui vont à l'échelle très locale, très territoriale, aller vers cette voie-là. Donc il y a vraiment ces deux pans. Alors nous on travaille beaucoup sur la partie plutôt accompagnement, économie de la fonctionnalité envers les entreprises, mais la dimension territoriale, à un moment donné, tout ça, ça va se transversaliser et ça va être simple. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce que dit Serge, c'est que le principe de l'économie de la fonctionnalité, c'est cette notion d'usage. C'est-à-dire, c'est plus je vends un produit ou même un service, je contractualise, je m'engage, je garantis à mon client un résultat qu'il cherche à obtenir grâce à mon produit et à mon service. Donc on a des exemples d'entreprises qui installent des chaudières. Aujourd'hui, c'est garantir un confort thermique, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu un sujet d'actualité. On a une entreprise aussi phare en Avignon qui fait du packaging isotherme, qui a fait un énorme travail de compréhension des usages, d'intégration des externalités, qui aujourd'hui garantit le respect de la chaîne du froid pour ses clients qui vendent des vaccins. Et tout ça, ça a été grâce à de l'immatériel, grâce à du service, à de la compétence, à du data, à une façon de travailler aussi avec le client qui est extrêmement important. Donc on voit bien que c'est, je dirais, à partir du moment où le dirigeant a envie de changer et qui veut se donner les moyens, je dirais c'est pour tout le monde. Après, si l'entreprise a une certaine taille, une certaine existence, un certain marché, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus complexe, nécessiter un peu plus de temps. Mais c'est à la portée de tout le monde, c'est du bon sens en fait. Alors Serge, vous avez initié cette démarche assez récemment, vous êtes plutôt au début du chemin si j'ose dire. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que dirigeant et pour l'entreprise d'engager cette démarche? Alors aujourd'hui concrètement les résultats ça n'a pas changé grand-chose si ce n'est qu'on se pose beaucoup plus de questions et qu'on a ouvert des portes de réflexion. Donc on n'a pas encore concrétisé et on n'a pas révolutionné le modèle économique, d'ailleurs c'est pas le but. Ce que ça apporte beaucoup c'est repenser ce qu'on fait et le rapport qu'on va avoir avec nos clients. Dans la trajectoire de l'EFC, on se pose beaucoup de questions sur l'impact de nos produits. Ce qu'on appelle les externalités, positives, négatives, il y a tout un vocabulaire et c'est en ça qu'on a besoin d'un accompagnement parce que cette trajectoire, elle a un côté assez systémique, on l'analyse sur un cycle complet. Et bon, ce que ça change surtout, c'est d'avoir été vraiment au cœur de l'usage des produits, de se dire finalement un fromager, il prend des moules à fromage et qu'est-ce qu'il fait avec? Bon, il fait du fromage, tant mieux, mais qu'est-ce que ça génère derrière? Qu'est-ce qu'un bon produit ou un mauvais produit va faire de différent chez lui? Est-ce qu'il va perdre de la matière? Est-ce qu'il va avoir des produits qui sont différents? Est-ce qu'il va avoir de la régularité dans ses productions? Et comme on est dans l'agroalimentaire et que la matière première, le coût du lait, de la fromagerie devient énorme et incontrôlable,
et ben on se concentre sur ça, sur la façon dont nos clients vont gagner de la matière avec nos moules. Et c'est ça qu'on cherche à valoriser. Et à le balancer par rapport à de l'investissement, parce qu'évidemment, il va falloir qu'ils achètent le matériel. Et alors, aujourd'hui, on ne change pas ce modèle-là, mais demain, l'idée, c'est aussi que le client n'ait pas forcément à acheter le matériel, mais qu'il puisse acheter un cycle de vie de la matière. On en parlait avec Bastien tout à l'heure, mais c'est pour ça que je pose cette question, parce qu'elle m'intéresse beaucoup. On l'a dit, c'est du plastique et de l'inox. Ce cycle de vie de la matière, finalement, on met à disposition une matière, elle a une forme, elle a un usage. Est-ce que ça, c'est quelque chose que le client peut comprendre en dehors de l'achat de la matière? Est-ce qu'il peut utiliser et user cette matière pour gagner, lui, de la matière, des gains financiers, des gains de produits? Et comment on peut transformer ça pour finalement le mettre sous une forme de modèle économique? Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'est quelque chose qui fait du sens, notamment auprès de nos clients qui sont des PME. Parce que l'industrie fromagère, c'est plein de grandes fermes, de gros scopes. Il n'y a pas que les géants, il n'y a pas que Lactalis dans le monde, mais par contre, il y a énormément de gens qui sont intéressés à l'impact de leurs propres produits. Et notamment parce que nous, clients, on se dit, finalement, leurs produits, quel impact il a sur l'environnement. Et c'est pour ça que ce cycle de vie, cette notion de vertu, elle fait du sens chez nous, chez l'usager et chez le consommateur final. Et c'est à ça qu'on veut s'atteindre. Il y a un mot que j'entends dans quasiment chacune de vos phrases, c'est le mot client. Ça semble évident parce qu'on est là pour nos clients. À quel moment le client intervient justement? Est-ce qu'il est partie prenante du processus? Est-ce qu'il est interrogé? Comment ça se passe concrètement dans la démarche? Alors effectivement, dans EFC, il y a C, coopération, et on coopère avec les parties prenantes. Donc effectivement, il y a un travail d'identifier qui sont les parties prenantes. Nous, de par notre métier, le client, ça ne veut rien dire. En fait, c'est vraiment la notion d'utilisateur, et le client, si le client est une entreprise, qui chez le client? Le responsable production, le responsable qualité, le responsable financier, enfin voilà. Donc c'est vraiment d'essayer au plus près de ces différents acteurs-là et de rentrer dans une phase de discussion très ouverte. Dans la notion de coopération, la différence de la collaboration, on va discuter avec les parties prenantes des contraintes qu'on a les uns et les autres, et on va essayer d'avancer, de faire un pas l'un vers l'autre. J'avais un dirigeant qui disait faire de la coopération, c'est agir autrement pour que l'autre réussisse. Et je trouve que c'est assez bien résumé. C'est que grosso modo, on a un objectif commun, mais parce que je comprends quelles sont ses contraintes, dans quel environnement, dans quel contexte il évolue, et que je lui explique le mien, on va essayer de faire un pas l'un vers l'autre. Coopérer, c'est faire œuvre ensemble, tout est dit dans les mots. Donc effectivement, il faut bien identifier à qui on a affaire, et chez ce client, et dans le cas de Serge, il peut y avoir plusieurs personnes chez le même client. Donc c'est d'accéder à ces gens-là, de pouvoir ouvrir cette discussion, mais ça sera possible qu'à une condition qui est extrêmement importante, qui vraiment est la base de la coopération, c'est la notion de confiance. C'est-à-dire on ne peut pas faire ça avec tout le monde. Et c'est là où c'est intéressant, ce référentiel, c'est pas une bascule. Serge l'a dit, c'est une trajectoire. Donc c'est un chemin qu'on va suivre. Chaque entreprise va prendre le chemin qui est le plus opportun pour elle, mais de toute façon, elle ne va pas le faire avec tous les clients. Les exemples que je vous ai cités d'entreprises, elles ont gardé un modèle économique, un modèle d'affaires assez classique, et ils ont commencé à créer ce modèle en parallèle, parce que vous ne pouvez pas embarquer tout le monde dedans. Tout le monde n'est pas culturellement ou structurellement prêt à accepter cette façon de travailler. Et donc, c'est effectivement essayer de détecter, et le travail a déjà été fait avec l'équipe de Serge, qui, chez nos clients, serait prêt à discuter de ça. Qui, dans nos parties prenantes, fournisseurs, partenaires, serait prêt à discuter de ça avec nous, pour qu'on puisse ensemble trouver quelque chose de nouveau, d'innovant, mais où on va aller dans cette perspective de favoriser l'usage, la performance d'usage, tout en faisant attention à ce que l'on fait d'un point de vue environnemental, sociétal, etc. Tout à l'heure, il y avait des questions sur l'impact humain en interne d'une transformation. Serge, comment c'est ressenti en interne dans votre entreprise, une démarche comme celle-là? Alors, on a tenu à constituer une équipe transversale en fait, pour travailler sur le sujet. Nous, on est une PME de 60 personnes, donc on se parle beaucoup, on se connaît tous
très bien, on se connaît par cœur. Mais quand on travaille, que ce soit dans un comité de direction, dans un comité RSE, etc., on a des sujets, enfin chacun vient sur sa catégorie de projet. Là, avec l'EFC, on a décidé, et puis d'ailleurs c'était le principe de l'accompagnement qu'on a suivi avec Nico et avec Isabelle, c'est qu'on voulait les équipes transversales, on voulait impliquer la R&D, la production, le commerce, les porteurs de projets, et la partie financière, parce que souvent quand on fait des réunions de production, par exemple, le DAF il n'est pas là, quoi. Donc, voilà. Mais là, on réfléchit client, on réfléchit produit, on réfléchit méthode de production, et puis il y a la DAF qui est là. En plus elle est RH, donc elle comprend aussi très bien les enjeux qui vont derrière pour comment rendre finalement notre entreprise intéressante pour les gens qui veulent la rejoindre. Ça c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur, on a tous des enjeux de recrutement. Et donc voilà, ça fait moi ce que je pense que ce modèle-là il nous amène à revoir complètement la façon de travailler avec nos clients, mais aussi la façon dont on perçoit nos produits nous-mêmes en interne. Et donc s'il y a un vrai changement, c'est celui-ci. C'est vraiment d'intégrer la dimension client, on en a parlé, mais au sens de l'ensemble des collaborateurs. Très clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Quand une entreprise change de trajectoire et bascule tout ou partie de son modèle vers l'EFC, est-ce que vous pourriez détailler, l'un des deux, l'impact que ça a sur les flux financiers, la trésor, le CAPEX, l'OPEX, puisque finalement on ne touche pas forcément les euros qu'on attendait au départ à la vente, on les touche un peu plus tard. Voilà. Merci. Je veux bien en parler, mais je te laisserai en tant qu'expert. C'est vrai que c'est une question qui revient très très souvent et c'est un des sujets, un des obstacles à lever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'univers autour du chef d'entreprise et de son entreprise, à savoir les financiers, les assureurs, etc., n'ont encore pas appréhendé ça. Et c'est très compliqué pour eux de dire, bah voilà, je ne vais plus vendre mes équipements, mais je vais garantir un résultat à mon client grâce à son équipement. Et en faisant ça, je vais plutôt donner accès à l'usage, donc je reste propriétaire. Et effectivement, il y a des conséquences qui sont assez importantes. Et il y a encore les freins là-dessus, je suis d'accord, et on n'a encore pas réussi à trouver encore... Alors ça bouge, heureusement, les financeurs, beaucoup d'acteurs commencent à prendre conscience de ça et à prendre conscience qu'ils doivent aussi changer leur mode de pensée pour mieux accompagner les entreprises. Mais c'est un des freins encore que rencontrent les entreprises. Et c'est pour ça que je dis que certaines ne peuvent pas y aller aussi facilement, ça prend du temps et qu'elles le font avec certains clients et que des fois c'est du cofinancement entre le client et l'entreprise parce que le partenaire financier a du mal à appréhender ça parce qu'il est sur des codes complètement différents. Et donc c'est ce pourquoi aussi on essaie d'œuvrer avec nos chefs d'entreprise à leur créer autour un écosystème de partenaires comme ça qui sont conscients de ça et qui sont aussi prêts, eux, à innover dans leur façon d'accompagner les entreprises. Je vais essayer de compléter sur ce sujet. Oui, en fait, ce qu'il faut, c'est pas se dire qu'il faut changer du tout et tout du jour au lendemain, parce qu'effectivement, à un moment donné, il va manquer de l'argent dans les caisses. Et ça, c'est quand même c'est le rôle premier finalement du chef d'entreprise, c'est de s'assurer aussi qu'elle a les moyens de sa survie. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, il faut travailler par touche, c'est-à-dire qu'il faut amener petit à petit, parce que l'image au final. Moi aujourd'hui je vends des produits, si vous voulez, ils ont des durées de vie de entre 8, 10, parfois 20 ans. Donc je vais vendre un produit à un client à l'année 1 et je vais lui revendre le même dans sa nouvelle génération, peut-être 20 ans après. Entre les deux, il ne s'est rien passé. Entre les deux, c'est zéro dans l'entreprise. L'EFC, ça va m'apporter un revenu constant. Mais le problème, c'est de passer de l'un à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, si d'un coup de baguette magique, j'arrive à transformer mes 3000 clients en 3000 rapports d'abonnement, d'usage de nos produits chez eux, il ne devrait pas y avoir de problème sur la trésorerie. Mais c'est comment je fais pour passer de l'un à l'autre, c'est pas anodin. C'est pas et puis en plus de ça, il y a des entreprises qui ne sont pas du tout prêtes à ça, qui considèrent toujours le côté patrimonial, et tant mieux, on ne veut pas révolutionner l'industrie, on veut simplement dire, voilà,
pour des gens qui ont de la difficulté à investir. Eux, ils n'ont pas le CAPEX, par contre, ils peuvent générer de l'OPEX. Et maintenant, on va se servir de leur OPEX pour financer le nôtre. Et c'est un peu cette balance-là, mais par contre, ça ne peut pas être immédiat, quoi. C'est du travail de longue haleine, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, oui. Nous, on est clairement dans cette problématique-là, on ne fait que de l'EFC, et le sujet est le sujet de financement initial, parce que là, vous êtes dans la bascule, mais il y a le poids du stock, le poids de la matière première, et donc le financement associé à ça. Dans notre cas, nous, on fait la location uniquement de jouets, et donc il y a un financement adéquat, et aujourd'hui, on est en discussion avec des partenaires bancaires au niveau national, mais leur structuration n'est pas faite pour financer ce genre de projet. Ah oui, je comprends. Oui. C'est vrai que nous, la différence peut-être qu'il peut y avoir, c'est qu'on a notre trésor et on a un fonctionnement établi qui est pérenne. Donc en fait, on peut se permettre d'engager des actions qui ne vont pas changer le résultat comptable de l'année 2022, chose qu'on est obligé de rendre. Là, j'ai aussi un actionnaire qui doit rendre des comptes. Et ça, oui, je peux comprendre que ça puisse créer une difficulté. Et après, d'un autre côté, c'est une opportunité pour des petits comme nous, parce qu'aujourd'hui, on est en discussion avec des grands groupes. Prenons notre exemple de la location de jeux. Aujourd'hui, on est en discussion avec Oxybul, on est en discussion avec Ultra. Ils veulent tous le faire, clairement. Mais ils ne peuvent pas le faire, notamment sur ces contraintes, parce qu'ils ont des contraintes de voir leur modèle qui est en train de s'écrouler, et donc d'être un peu sur les garde-fous et de ne pas investir sur les nouveaux modèles qui demandent des vrais investissements et un vrai changement de paradigme. C'est pour ça qu'il faut le faire avant qu'il soit trop tard. Oui, si je peux juste conclure là-dessus, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on accompagne notre premier parcours d'accompagnement dans lequel Serge, elle regroupe 6 dirigeants. C'est quasiment la seule entreprise, non peut-être c'est une aussi, qui se porte bien. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dirigeant a choisi de dire, mais globalement, si je regarde aujourd'hui, je n'ai pas forcément besoin de réfléchir comme ça. Et en fait, il y a beaucoup d'entreprises, je dis il y en a plus d'une centaine aujourd'hui qui sont allées dans ce modèle-là, cette trajectoire de transformation. Je parle d'entreprises existantes. Pour la plupart, elles étaient au pied du mur. Donc c'était soit je meurs, soit je change. Ça a marché, tant mieux, mais pour combien pour lesquels ça n'a pas marché parce que c'était trop tard. Donc c'est extrêmement important de comprendre que ça prend énormément de temps, parce que c'est pas une recette sur étagère qu'on va appliquer à tout le monde. Chaque entreprise va prendre, encore une fois, le chemin qui sera le plus opportun pour elle. Et donc c'est bien d'anticiper. Parce que voilà, c'est l'avenir, on voit aujourd'hui les choses vont beaucoup plus vite, l'incertitude elle est permanente. Et donc c'est ce que nous on essaye de faire, c'est faire comprendre aux chefs d'entreprise qu'il faut anticiper, même quand ça va bien. Parce que voilà, c'est une vraie transformation et qu'il ne faut pas attendre d'être au pied du mur parce que des fois c'est trop tard. Et est-ce que l'objectif de pérennisation d'entreprise à travers l'EFC, est-ce que ça implique 100% d'activité transformée par l'EFC, ou est-ce qu'on imagine un mix des deux? Je vais prendre un exemple dont on parle un peu en ce moment dans l'actualité, c'est Decathlon. Decathlon qui, pour rebondir sur l'exemple de la location, historiquement vend des articles, les a vendus en magasin, puis les vend en ligne, et Thomas nous disait que lui, il équilibre les deux aussi. Voilà. Et là maintenant, il parle de faire des abonnements avec de la location. On n'imagine pas que Decathlon renoncera à son modèle de vente. Je ne peux pas le dire aujourd'hui, il se trouve que j'ai eu l'échange déjà avec une responsable de Decathlon sur ce sujet-là. En fait, la clé, c'est nous, en tant que consommateurs. Si nous, on n'est pas prêts à aller dans ce chemin-là, ça ne va pas se passer. Donc, tant qu'il y aura des gens qui veulent acheter, des gens qui sont prêts à utiliser, à en avoir l'usage, voilà. Quand on basculera tous à l'usage, on peut supposer que ça va marcher aussi pour Decathlon. Ce qui est important dans le cas de Decathlon, ils ont fait effectivement cette expérience en Belgique, ils sont en train d'agrandir, c'est-à-dire avec une forme d'abonnement, de donner accès à des équipements sportifs. Alors, quand on a des enfants qui existent entre le judo, la piscine et moi j'ai vécu ça, c'est vrai que c'est l'enfer pour les parents aussi. C'est que finalement, leurs produits n'étant pas conçus pour durer dans le temps, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le modèle économique, donc ça les re-challenge sur l'éco-conception, la soutenabilité, la durabilité de leurs produits, puisque un usage optimisé, et Morgane est un bon exemple aussi sur le jeu, c'est que quelque part, pour que l'usage et que le modèle économique fonctionne,
il faut que ça dure dans le temps. Donc il faut que ce soit bien conçu, solide et éco-conçu. Et du coup, ça commence à les challenger là-dessus parce qu'effectivement, ils n'étaient peut-être pas forcément dans ce positionnement-là. Donc ils en sont là aujourd'hui, c'est dire oui, on sent qu'il y a une appétence pour ça, mais ça nous re-questionne, nous, sur la phase d'amont. C'est comment on conçoit nos produits, comment on les conçoit dans une perspective éco-conception et soutenabilité, durabilité. Il faut effectivement être prêt à se poser beaucoup de questions. Serge, le mot de la fin, quelles recommandations vous auriez à d'autres chefs d'entreprise qui s'interrogeraient sur l'opportunité de mettre en place cette démarche dans leur entreprise? Déjà de ne pas attendre qu'il soit trop tard, on l'a déjà dit. Et puis je pense qu'en fait, il faut calquer la démarche sur la RSE. Tout ce qu'on se dit depuis ce matin, ça tourne autour de ça, des responsabilités sociétales de l'entreprise. Il y a l'impact environnemental, il y a l'impact sociétal, dans quel modèle on vit et comment on va faire pour pérenniser l'entreprise, parce que pérenniser l'entreprise, c'est effectivement toujours avoir des clients, toujours avoir de l'argent qui rentre pour la faire fonctionner, mais c'est aussi avoir des collaborateurs qui croient au modèle de l'entreprise. Et ça, je ne suis pas parmi les plus jeunes de la salle, loin de là, mais je pense quand même que c'est des choses qui évoluent et que les générations qui vont rentrer sur le marché du travail vont être de plus en plus sensibles à ça. Et quand on va devoir vendre nos entreprises à des générations, il va falloir qu'ils croient dans un modèle. Et ça, quelque part, se poser les questions aujourd'hui, dans notre rôle de responsabilité de la pérennisation des entreprises, c'est aussi lié à notre modèle économique. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Merci Isabelle. Merci.